La question est de savoir ce qui se passe depuis quelques années en Hongrie et quelles sont les répercussions pour les minorités du pays, notamment les Juifs. Ce n'est pas Viktor Orban qui a créé ces partis d'extrême droite. Il y a un terreau ancien là-bas. Mais il sait où appuyer pour que ça démarre au quart de tour. Je crois que beaucoup de Juifs en Europe se méfient de ce mécanisme. On croit être en sécurité, mais un dirigeant peut tout remettre en question du jour au lendemain. C'est à rapprocher de ce qui se passe en Allemagne avec l'AfD. Il suffit d'appâter les rats pour les faire sortir de leur trou. En Hongrie, ce terreau ne date sans doute pas d'hier. Il suffit d'un socle de 15 ou 20% d'habitants qui ne sont peut-être pas seulement antisémites, mais aussi antidémocratiques, partisans d'un pouvoir à poigne. On le voit d'ailleurs dans de nombreux pays européens, comme si ces idées n'étaient qu'en sommeil et attendaient le signal pour s'exprimer. C'est vrai. Mais ça montre aussi que le monde est plus complexe qu'on ne veut bien le croire. Parmi les antisémites les plus acharnés, il y a aujourd'hui de grands défenseurs de l'État d'Israël. Tout change. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer le gouvernement israélien qui fait alliance avec Orban, tant que ce n'est pas un prétexte à la haine antisémite? En tant que juif, je veux avoir cette liberté. Menjünk tovább. Döfájé, Ollám, Sítiszetom. Ne olvasod Mikol Hámim, Vönátán Lánú, Ettorato, Baruch Ata Adonai, Noten Hatora. Jó, ez az, jó? Ugye Tu te souviens de ta préparation à la bar mitzvah? Ce n'était pas très différent d'ici. C'était très relax. Szuper, nagyon jó. Dani, tesse zsebre a kezed, jó, úgy fogsz állni, azaz, jó? On a rendez-vous avec Agnès Seller, l'une des plus grandes philosophes de notre temps, qui a repris la chaire d'Hannah Arendt à la New School de New York. Je suis très impatiente de la rencontrer. Ici, à Budapest, Agnès Heller a courageusement pris position contre le régime de Viktor Orban et défendu les 100 000 juifs de Hongrie. Toute l'Europe observe l'évolution de la situation politique en Hongrie. Comment vit-on ici, en tant que juif? Tout d'abord, bien sûr, nous sommes juifs, mais juifs hongrois. C'est-à-dire que nous avons une double identité. Nous sommes hongrois et juifs. C'est la raison pour laquelle les juifs hongrois ne soutiennent pas le gouvernement Orban. Orban est un homme assoiffé de pouvoir. Il n'en aura jamais assez à son goût. Il lui en faut toujours plus. Il veut concentrer tous les pouvoirs dans ses mains. Et pour arriver à ses fins, il instrumentalise toutes les idéologies qui peuvent lui être utiles.
Quand l'antisémitisme peut lui servir pour maximiser son emprise, il est antisémite. Quand il n'en a plus besoin, il fait ami-ami avec Netanyahou. C'est un opportuniste. Pour Orban, aujourd'hui, le libéralisme est devenu un gros mot. Il ne l'assimile pas au judaïsme, mais à Angela Merkel, à l'Union européenne, à Macron, tout particulièrement, et bien sûr à Soros. Soros, pour lui, c'est le diable, le bouc émissaire absolu, comme s'il fallait donner un visage au mal. Le nationalisme ethnique repose sur la nécessité de toujours montrer du doigt un groupe à haïr. Il faut détester l'autre parce qu'il est juif, parce qu'il prône le libéralisme, parce qu'il est riche, parce qu'il est à la fois américain et d'origine hongroise. Il y a un grand pluralisme chez les juifs. C'est un des bons côtés du judaïsme. Nous avons des opinions très différentes, en Hongrie comme ailleurs. Vous incarnez cela vous-même. Êtes-vous croyante, pratiquante? C'est très facile d'être juif. C'est le rabbin de mon école qui me l'a appris quand j'avais 10 ans. Je lui avais déclaré que je ne croyais pas en Dieu. Il m'a alors raconté une histoire qui est en réalité très ancienne. Dans un village ukrainien, les Juifs étaient menacés de mort. Le chef des Cosaques déclara au rabbin: « J'épargnerai tous les habitants si vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre religion en vous tenant sur une seule jambe. » Le rabbin se mit debout sur une jambe et dit: « Aime ton prochain comme toi-même. » Voilà la substantifique moelle du judaïsme. Mon rabbin a conclu: « Toi aussi, aime ton prochain comme toi-même. » J'étais assez émue et j'avais un peu honte. Alors j'ai répondu: « Je vais essayer. » Le rabbin a poursuivi: « Tu es une bonne juive. Notre Dieu ne te demande pas de croire en lui. Si c'est le cas, tant mieux pour toi, mais ça n'a aucune importance à ses yeux. La seule chose qui l'intéresse, c'est que tu suives ses commandements. » C'est pour ça que je dis qu'il est très simple d'être juif. Jó, itt van egy tök szép, segíts nekem, én nagyon ügyetlen vagyok. Pont onnan vágok. Mennyit vághatok? Ezt itt? Jó. Toi aussi, tu es passé par là? Non, cette coutume n'avait pas cours chez nous. On la rencontre plutôt dans les communautés juives orthodoxes. C'est intéressant parce qu'il s'agit ici d'une famille libérale. Mais ça reste réservé aux petits garçons. Les filles sont toujours inférieures dans le judaïsme. Tu as raison. L'égalité homme-femme est une des grandes questions qui agitent la communauté juive aujourd'hui. J'espère que les choses vont changer. C'est une pratique très ancienne. Elle ne figure pas dans le Talmud, mais elle existe depuis des siècles. Il y a cette phrase dans la Bible. J'ai beaucoup de mal à la traduire, mais peu importe. C'est aussi une tradition. On dit qu'il faut considérer les petits garçons comme des arbres et qu'on n'a pas le droit de récolter leurs fruits pendant les 3 premières années de leur vie.
C'est une image. Un petit garçon va donc garder ses cheveux intacts pendant 3 ans. Ce n'est pas pour préserver sa force, mais on estime que c'est l'âge à partir duquel il est en mesure de comprendre les mitzvot, les commandements. Tu vas mettre le talit. Miksha, regarde, je t'aide à le mettre. Et maintenant, je te donne une kippa. Et voilà 120 forains, d'accord? Regarde, Miksha. Non, là-dedans. Mazel tov. Super, super. Je l'appelle Sexy Creamish. Si on me demandait de me décrire avec un gâteau, ce serait celui-là. On a fait beaucoup d'essais avant d'obtenir ce dessus très moelleux. Il est léger, pas trop sucré, mais très crémeux. Ça nous a pris du temps. On s'envole avec celui-là. Il est très aérien. Incroyable. Est-ce que tu as aussi des pâtisseries juives typiques? Oui. Par exemple, mon fludni. C'est un gâteau traditionnel juif hongrois, le genre de choses que préparaient les Yiddish mamés d'autrefois les jours de fête. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Des graines de pavot, des pommes, de la confiture de prunes et des noix. Je dis souvent qu'il est comme l'amour d'une mère juive, abondant mais sans excès et très harmonieux. Quelle est l'influence de ta culture juive dans ce que tu fais? Elle est omniprésente. Je vends ce fludni au marché de Noël et lors des principales fêtes célébrées en Hongrie, parce que je trouve ça important de faire connaître ce gâteau. En plus, il plaît beaucoup, donc tant mieux. De manière générale, tout ce que je porte en moi est lié à mes origines juives. Ça se retrouve dans la façon dont je dirige mon entreprise et dans ma façon de travailler, mais aussi dans mon amour pour la pâtisserie. Toutes mes idées viennent de mes origines, de ces influences et de ce que j'ai appris. Et ça marche. Vous fêtez le Shabbat tous les vendredis? Bien sûr. Le Shabbat, c'est une pause dans le flot des jours qui se succèdent. On peut se dire, ça y est, une semaine s'est écoulée. Je cours tout le temps entre mon salon de thé et mes enfants. Si mon mari sort, je sors avec lui. C'est l'occasion de le voir enfin. Le vendredi soir, j'invite tous mes amis pour le Shabbat. Ils ne viennent pas toutes les semaines et je ne sais jamais combien on sera. Mais il y a toujours de quoi manger pour une dizaine de personnes. C'est très convivial. Ça fait une occasion de se voir et d'entretenir l'amitié. Tous les juifs qu'on rencontre à Budapest nous expliquent que la vie est formidable ici, qu'on peut être à la fois juif et hongrois dans son cœur et que tout est génial dans ce pays. Pardon, mais avec tout ce qu'on entend sur Orban, la montée de l'antisémitisme et le parti d'extrême droite Jobbik, je trouve que ça ne cadre pas. Parce qu'on est sur place et qu'on va voir les gens chez eux. Ça nous donne un aperçu plus nuancé que ce qu'on perçoit à travers le filtre des médias qui ne vont pas interroger Monsieur Tout-le-Monde. On se rend compte que la réalité est plus complexe et que les choses ne sont ni entièrement vraies, ni entièrement fausses. La grande synagogue se trouve un peu plus loin.
C'est un endroit emblématique, y compris à l'échelle européenne, parce qu'elle reflète un questionnement interne au judaïsme qui a eu lieu au tournant de la modernité. Fallait-il s'ouvrir, se réformer, se libéraliser? Le bâtiment a vu le jour dans les années 1850, à l'issue de ce vaste débat. C'est une synagogue libérale et non orthodoxe, la plus grande en Europe à l'heure actuelle. Et c'est un bâtiment imposant, comme pour marquer le triomphe de la voie libérale dans le judaïsme.